Bonsoir, donc, puisque je suis la dernière, effectivement, dans ce monde donc en rapide changement, je vais vous proposer la méditation, la pleine conscience. Donc dans ce lieu, je peux voir qu'il y a beaucoup de savoir-faire, c'est une évidence. Et en même temps, ce dont il va être question, c'est plutôt de voir comment concilier ce savoir-faire avec le savoir-être. Il ne s'agit pas de faire un choix entre l'un ou l'autre, mais comment concilier les deux dans notre monde moderne. Monde moderne qui est sous pression, rapide changement, oui, et justement du fait de l'accélération technologique que l'on vit, eh bien, qui nous rend beaucoup de services, qui est très utile. Hein, il ne s'agit pas non plus de s'en débarrasser, mais de voir à quel moment est-ce que ça peut créer des besoins insatisfaits et donc une certaine forme de frustration. Vous savez, ce désir de faire autre chose ailleurs, autrement, avec quelqu'un d'autre, et puis du coup de passer à côté de ce qui est là, déjà là, dans le présent. Hein. Donc la proposition, l'invitation, effectivement, de la pleine conscience, ben, c'est déjà de ralentir, de faire un arrêt peut-être sur l'expérience, et pourquoi pas aussi peut-être de faire de l'espace au cœur de l'attention, d'être véritablement présent avec son expérience. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je sais que régulièrement, je suis obligée de me faire ce rappel et de me dire peut-être que là, maintenant, il faudrait prendre le temps de ne rien faire. Alors, quand je dis rien faire, je ne veux pas parler de vacances, parce qu'en général, on est très affairé pendant les vacances, justement, à faire toutes sortes de choses. Non, vraiment rien faire, c'est-à-dire d'être en contact avec mon expérience de façon authentique, dans le silence et dans l'immobilité. C'est un luxe très rare, en fait. Moi-même, je me surprends aussi à être connectée et connectable 24 heures sur 24, et au risque de me déconnecter de l'essentiel, qui est justement ma vie qui se déroule d'instant en instant. Au niveau professionnel aussi, vous avez sans doute remarqué qu'il y a de plus en plus d'exigences de performance et puis aussi des délais d'exécution qui sont de plus en plus courts, justement parce que la technologie nous permet d'aller plus vite, d'être plus performants. Hein. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Et moi-même, pour parler de ma propre expérience, en fait, si j'ai découvert ces approches, c'est que j'ai eu une première carrière, si on peut dire, dans la presse de mode. Donc ça peut paraître vraiment complètement décalé. Et en même temps, justement, dans ce milieu où il est très facile de s'identifier à un rôle et aussi où tout est un petit peu dans le paraître en surface, eh bien, il y a effectivement un danger de se laisser happer, de s'identifier à tout ce monde, à tout ce rôle, et puis que tout s'effondre lorsque la réalité change, qu'il y a un changement de situation, de statut ou autre. C'est là où j'ai découvert effectivement les approches de sophrologie, puis de méditation, et où j'ai pu vraiment découvrir et m'approprier ce savoir-être tout en continuant à faire mon métier à l'époque avec beaucoup de plaisir. Puis petit à petit, eh bien, dans l'équilibre, ce sont ces approches qui sont arrivées au cœur de ma vie, puisque maintenant, ben, effectivement, toute ma vie est centrée autour de la pleine conscience. Donc, qu'est-ce que la pleine conscience ou la méditation peut nous apporter? Il y a beaucoup d'idées fausses aussi par rapport à la notion de méditation, et peut-être est-ce que vous-même, vous vous dites, oui, méditation, c'est se vider l'esprit peut-être, ou ne plus avoir de pensée, ou ne plus avoir d'émotions, ou peut-être au contraire, rentrer dans des niveaux de conscience différents, ou avoir des expériences extraordinaires. En fait, c'est vraiment un travail d'exploration, de lucidité, d'investigation de notre expérience avec beaucoup d'authenticité et ultimement d'investigation de la nature de la réalité. Donc là, il y a quelque chose, une dimension qui est suprahumaine. Et là, je voudrais faire un clin d'œil parce que la façon dont m'a été présenté ce talk, en fait, ce TED Talk, était au départ donc comment devenir super-humain, en lien justement avec les dimensions de transhumanisme et d'intelligence artificielle. Et ça m'a laissé perplexe, et en fait, dans ma perspective, j'ai envie de retourner la question et de dire, est-ce que ça ne serait pas super de devenir pleinement humain?
Parce que est-ce que nous sommes vraiment en possession de tout notre potentiel de discernement, de sagesse et de bienveillance? Et justement, est-ce que l'accélération et la rapidité ne risquent pas de nous faire passer à côté de l'essentiel? Je pense que vous avez tous eu l'expérience de personnes, et ça n'exclut pas nous-mêmes, qui nous bousculent dans la rue parce qu'ils sont en train de répondre à un message tout en marchant. Sans parler d'accidents qui se multiplient, des accidents de la route, justement aussi, du fait qu'on a l'attention qui est captée par un de ces appareils. Et allant jusqu'à l'accident qui a eu lieu il y a quelques semaines en Allemagne, où un train a déraillé parce que le conducteur était absorbé dans des jeux sur sa tablette. Donc ça, ce sont les cas extrêmes, mais ça nous montre qu'il y a un phénomène d'addiction, et qui a été repéré d'ailleurs, d'addiction qui est due au fait qu'il y a une incapacité à accepter l'ennui et l'anxiété, et donc à bien partir dans cette fuite en avant. Donc la méditation, elle va nous apporter cette capacité d'explorer donc la nature de la réalité. Et là, on voit aussi qu'il y a une convergence avec notre science occidentale, qui est d'ailleurs révélée dans les rencontres de Mind and Life, que vous connaissez peut-être, et où on voit que des grands méditants, des grands contemplatifs arrivent aux mêmes conclusions que les scientifiques, mais avec la différence tout de même intéressante que le méditant, lui, il est à la fois l'outil d'investigation et l'objet d'investigation à partir de son expérience personnelle, à l'opposé de la science occidentale qui va utiliser un appareillage très sophistiqué pour explorer la nature de la réalité à partir de la réalité extérieure. Et on voit qu'il y a une convergence dans certaines de leurs conclusions. Donc c'est vraiment passionnant. En même temps, ça peut paraître inaccessible, mais c'est là où eh bien, toutes ces interventions, si elles sont maintenant du domaine du connu, on peut dire, et relayées par la presse, des fois un peu trop d'ailleurs, c'est grâce à Jon Kabat-Zinn qui, en 1979, justement, a rendu cette approche accessible à tout un chacun en créant donc le programme MBSR qu'il a mis en place à l'Université de Massachusetts, donc dans le cadre du CFM. MBSR, ou Mindfulness Based Stress Reduction, donc réduction du stress basée sur la pleine conscience. Mais en fait, même si le titre parle de réduction du stress, il s'agit plus en fait de vivre son stress autrement. Et ça fait toute la différence. Parce qu'au lieu de se focaliser sur l'objet, sur l'aspect extérieur, ce que l'on fait la plupart du temps, même aussi pour être heureux, on est toujours dans l'attente de circonstances extérieures qui vont nous rendre heureux. Bien là, c'est un retour sur le sujet où on va tourner l'esprit vers l'intérieur et donc justement voir comment on peut vivre son stress autrement, car quelquefois, la situation ne peut pas être changée. Et là-dessus, d'ailleurs, Jon Kabat-Zinn a une phrase paradoxale que j'aime beaucoup. Il dit aux participants, vous allez être si détendu que ce sera OK d'être tendu. Et en même temps, c'est pas non plus une technique de relaxation ni une thérapie, même si ça a des effets relaxants, peut-être, peut-être pas, ou des effets thérapeutiques, mais c'est vraiment, encore une fois, une exploration authentique de notre expérience dans l'instant présent. La définition de Jon Kabat-Zinn, juste pour situer justement les différents éléments, qui est une définition opérationnelle, c'est que la pleine conscience est la conscience qui émerge à partir du moment où on va poser son attention intentionnellement, sans jugement, instant après instant, sur l'expérience qui se déploie. Donc on voit là que la notion d'intention fait qu'il ne s'agit pas de notre attention ordinaire qui est captée par toutes sortes de stimuli externes ou internes, mais qu'il y a vraiment une décision, une intention de la poser sur un support et de l'y maintenir. Et c'est là où on va voir que c'est pas si facile et que ça va révéler ce qu'on appelle notre mode par défaut et qui est le vagabondage de l'esprit. Vagabondage de l'esprit qui est très utile pour la créativité, qui est très utile dans de nombreux domaines, mais qui nous projette la plupart du temps dans le futur ou dans le passé, mais rarement en train d'être présent à ce qui est. Et en même temps, si ce vagabondage de l'esprit est fait surtout de rumination ou d'anticipation négative sur le futur, eh bien là, ça va aussi être source de souffrance et d'anxiété.
Donc, ça va être un entraînement, et donc entraînement comme entraînement au sport pour renforcer ses muscles. Et bien là, on va renforcer le muscle de l'attention. Et un entraînement de l'attention, donc dans l'instant présent, mais qui est aussi effectué en conjonction avec d'autres qualités de l'esprit qui sont indispensables et qui sont donc l'éthique et la bienveillance. Et ça, c'est crucial parce que sinon, eh bien, s'il s'agissait juste d'avoir une attention unie pointée sur un support ou sur un objet, c'est ce qui se passe lorsque on est concentré sur une tâche, par exemple. On peut même dire à l'extrême que c'est ce qui se passe pour un tireur d'élite. Il va être dans l'instant présent, vraiment concentré, unipointé, maintenir son attention. En même temps, on ne pourra pas parler de pleine conscience. Parce que justement, il y a cet élément de discernement et de sagesse et de cœur en même temps, et qui est particulièrement utile justement dans un processus d'accélération du monde, où il faut être bien centré pour prendre des décisions et pouvoir prendre en compte tous les éléments d'une situation plutôt que sur un mode réactif. Donc on va aussi explorer nos modes de réactivité pour passer de la réactivité à la réponse. Et à partir de ce programme MBSR, il y a eu d'autres interventions basées sur la pleine conscience, comme MBCT, pour prévenir des rechutes dépressives, se sont développées et énormément d'études ont été faites qui montrent qu'avec ces programmes en 8 séances, donc 8 séances hebdomadaires, eh bien, il y a déjà des effets donc, qui peuvent être constatés au niveau fonctionnel et structurel du cerveau, ce qui est assez extraordinaire. Mais ça demande effectivement un entraînement, donc un entraînement qui est demandé aux participants pendant les 8 semaines du programme. Donc c'est bien d'en parler. En même temps, peut-être que, encore une fois, c'est une approche expérientielle. Donc, quand même à signaler que ces programmes viennent des États-Unis, mais qu'ils sont maintenant largement diffusés en France, donc notamment par l'ADM, et aussi en Belgique et en Suisse, et donc accessibles à tout un chacun, et que c'est non seulement établi en milieu hospitalier, mais aussi dans le domaine privé, aussi dans des écoles, dans toutes sortes d'institutions et en entreprise. Donc j'aurais voulu vous proposer, c'est pourquoi cette chaise, puisque vous êtes tous assis, d'en faire un petit peu l'expérience. Alors évidemment, c'est très réducteur, quelques minutes, mais tout de même pour mieux comprendre de quoi il est question. Et que aussi, ça va être une possibilité, une occasion de revenir en contact avec notre corps, qui est le fondement, en fait, le premier fondement pour établir la pleine conscience et redonner une stabilité à l'esprit, que l'esprit puisse venir atterrir dans le corps, atterrir dans l'instant présent. Donc pour ça, est-ce que vous êtes prêts à éteindre vos portables? C'est déjà un acte radical de lâcher prise. Ou en tout cas, à ne pas réagir si vous le sentez vibrer dans votre poche. De voir quel est le mouvement instinctif de tout de suite se précipiter pour voir de quoi il s'agit, de laisser les quelques minutes. Et puis, eh bien, la façon dont vous êtes assis, votre position, vous donne une indication peut-être de votre état intérieur. Peut-être que vous êtes avachi, peut-être que vous êtes en protection, en défensive, il y a des contractions. Mais tout cela, ça nous donne une indication, encore une fois, dans cette relation corps-esprit, de quel est mon état psychique, émotionnel. Donc, de passer d'une position à une posture, ça implique peut-être de décroiser les jambes et de décroiser les bras, de sentir que les pieds peuvent être bien en appui sur le sol, de bien sentir les points d'appui aussi du corps et que le corps peut s'abandonner naturellement à la pesanteur. Et à partir de là, de sentir aussi l'alignement naturel du dos. Donc il est bon en général de décoller légèrement le dos du dossier parce qu'on a toujours cette habitude de chercher un appui. Mais c'est la même chose dans notre vie. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut être autonome et sentir que l'on peut prendre sa place dans le monde et sentir cette autonomie justement en décollant le dos du dossier et en sentant que la colonne vertébrale peut donc trouver son alignement naturel. Les épaules peuvent se relâcher, la cage thoracique s'ouvrir et la tête trouver son équilibre sans effort entre les deux épaules. Et une fois que vous aurez trouvé cette posture, donc posture de dignité confortable, où l'on peut vraiment prendre sa place là, ici, maintenant, dans cet instant, vous pouvez baisser le regard ou fermer les yeux si c'est plus facile pour justement rentrer dans cette expérience interne, contact avec vous-même.
Et le premier contact, eh bien, va être celui de la respiration, ce mouvement constant, justement, qui est porteur de vie. Et on s'entend où votre attention vient naturellement se poser lorsque vous êtes invité à sentir la respiration. Peut-être au niveau des narines, une attention plus focalisée, peut-être au niveau de la cage thoracique ou encore de la région abdominale, ou peut-être un ressenti global de la respiration et de son mouvement. D'expansion à l'inspire et de rétraction à l'expire. Bien encore un mouvement de lâcher prise sur chaque expiration. L'on peut sentir le corps qui se laisse aller un peu plus sur les points d'appui. Et en maintenant cette présence sur la respiration, tandis que vous pouvez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, mais en sentant qu'elle peut demeurer en arrière-plan, de façon à s'y reconnecter à tout moment. Et ainsi, parmi les études multiples qui ont été effectuées, il y a eu une étude donc de Sarah Lazar et Ulrich Ott à Harvard, qui justement a déterminé les mécanismes, les 4 mécanismes qui sont en jeu dans l'entraînement de la pleine conscience et qui sont décelables, repérables dans les différentes aires du cerveau, donc par l'imagerie cérébrale. Et ces 4 mécanismes, eh bien, c'est la régulation intentionnelle. Donc effectivement, on peut voir cette dimension de focalisation de l'attention en un point et de la maintenir. Mais c'est aussi la conscience du corps, et encore une fois, ça c'est un point très important, parce que lorsqu'on parle de méditation, on parle d'entraînement de l'esprit, mais il y aurait cette tendance à penser que l'esprit est coupé du corps. En fait, il s'agit vraiment de conscience incarnée. Et donc ça, c'est vraiment une dimension importante. Et puis, il y a aussi l'aspect de régulation émotionnelle. Et enfin, le sens du soi qui change et qui devient moins figé, moins réifié, on peut dire, et qui permet justement donc de rentrer dans une existence plus fluide et plutôt que de résister au changement, eh bien de participer à la danse de la réalité, si on peut dire, et de rentrer en prise directe avec la nature transitoire des phénomènes. Et ce qui vraiment, véritablement, peut nous donner une grande liberté donc dans notre vie, justement, d'avoir cette fluidité, cette flexibilité, et en même temps à partir d'une stabilité et d'un ancrage. Il ne s'agit pas d'un éparpillement, mais d'une ouverture de conscience à partir d'un ancrage et d'une stabilité que l'on peut acquérir justement par l'ancrage dans le corps, la présence au corps. Donc, j'aimerais laisser terminer sur une réflexion ouverte, justement sur le fait que ce travail d'attention à l'instant présent ne peut être qualifié de pleine conscience que lorsqu'il est associé aux dimensions d'éthique et de cœur et de bienveillance. Et là, il y a des entraînements qui sont pratiqués par rapport à cela et qui sont complémentaires du travail attentionnel. Et donc de se souvenir aussi que c'est un entraînement. Donc tout comme la musique, les langues, le sport, eh bien ça n'aura d'efficacité que si effectivement il y a répétition encore et encore. Et donc on parle de pratique quotidienne, il vaut mieux pratiquer des petits moments mais tous les jours, de façon à ce qu'il y ait quelque chose qui s'installe même au niveau de nos chemins neuronaux. Donc répétition indispensable pour qu'il y ait vraiment un effet qui puisse se faire sentir, mais en se souvenant que le corps et la respiration sont toujours là, toujours disponibles en tout lieu, en toutes circonstances. Et donc, je vous souhaite de pouvoir le mettre en pratique et je vous remercie de votre attention.